Donc peut-être tu peux te présenter, Peter? Bah, déjà, il faut dire tout de suite, je ne suis pas historien. Ouais. J'étais invité pour cette deuxième édition de Headbang, comme je dis, plutôt que Headbang, pour parler d'une passion qui m'a pris depuis 3 ans. L'histoire du XXe siècle d'abord. Malgré mes études d'ingénieur mécanique en Angleterre et suivi par des spécialisations machine-outils en Allemagne, j'ai travaillé en Angleterre, en Norvège, en Allemagne. Je suis arrivé en France en 70. Plus connu dans le milieu de Geek Ferries pour être fondateur de jeux des cartes. Bon, au lycée en Angleterre, en chaque sujet, j'étais soit premier, soit dernier. C'est-à-dire en géo, chimie, latin, histoire, j'étais dernier. En maths pure, maths appliquées, physique et français, j'étais premier. D'accord, mais en histoire, tu étais 0. 0. Mais Alors, maintenant, c'est ta passion, en fait. Alors, c'est devenu ma passion. Mais il y a une question clé. Je me pose la question. Aucun professeur n'a pu répondre à une question. À quoi sert l'étude d'histoire? Pourtant, une réponse simple m'aurait été suffit. L'histoire explique souvent les problèmes d'aujourd'hui. Ouais. Peut-être les erreurs qu'on ne doit pas refaire se trouvent dans le passé. Oui. Alors, mon intérêt pour l'histoire s'est réveillé finalement très tard. Ouais. J'avais plus de 70 ans quand j'ai commencé à m'intéresser. Tout a commencé après avoir été invité d'être un guide bénévole pour des touristes américains au château de Celles-sur-Cher. Donc j'ai vite appris un peu d'histoire, parce que c'est bien de parler anglais, mais il faut avoir quelque chose à transmettre. Donc j'ai appris un peu d'histoire. Mais il fallait que j'explique non seulement le château et le fait que le parti Renaissance avait été créé par Philippe de Béthune, le frère de Sully, mais j'avais un problème autour de la chambre de la reine. La chambre de la reine qui se trouve dans le parti Renaissance m'intriguait. Donc j'ai commencé à fouiner qui était cette reine et quel était le lien qu'elle avait avec Celles-sur-Cher. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à Philippe de Béthune, à son fils François Gaston de Béthune, et on arrive à son petit-fils, qui était marié avec une dame qui est née à Nevers. Dans les années, c'est quelle période? Oh là, elle est née à Nevers en 1638. Ouais. Et Louise-Marie de la Grange d'Arquien était la sœur cadette d'une dame qui s'appelle Marie-Casimire Louise de la Grange d'Arquien. C'est long à dire. Oui. Elle est née à Nevers, elle, en 1641, et elle est morte à Blois en 1714. Elle s'est mariée en deuxième noces avec Jean Sobieski. Et par ce biais est devenue reine de Pologne et de Lituanie. Ouais, c'est pas rien. C'est pas rien. Alors, je fais un petit clic et on doit avoir une photo. Un instant. Tac, tac. Ah, derrière, on l'a. Alors, je ne sais pas. Un instant, problème technique. Ah. Est-ce que c'est la photo que tu vois derrière toi? Regarde. Non, Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est... Alors, en arrière. Alors, voilà Marie-Casimire de la Grange d'Arquien. Et elle s'est mariée avec Jan Sobieski. Essaye la roulette de la souris pour voir. Non, c'est pas la roulette. Donc on peut, peut-être vous demander de gérer, de passer les images. Oui, parce qu'il n'y a que 4. Alors. D'accord, bon, il n'y a que 4 images. Après, on va voir le suivant. Tu peux montrer le suivant, s'il te plaît. Et ça, c'est Jean Sobieski, roi de Pologne et Lituanie.
D'accord. Donc au XVIIe. C'est au XVIIe siècle. Milieu XVIIe. Et si on regarde maintenant le suivant. S'il te plaît. S'il te plaît. Parce qu'il faut situer la structure européenne de l'époque. Bah oui, c'est pas la même que maintenant. Hein. Ce qui est en vert, en bas, c'est l'Empire ottoman. Ouais. L'Empire de Pologne et de Lituanie, c'est en pourpre. Et le bleu, c'est l'Autriche. Donc, les trois puissances dans l'Europe centrale, c'était donc ce qu'on appelait le Commonwealth de Pologne et de Lituanie et l'Austro-Hongrois. D'accord. Voilà. Alors, il y a l'Empire ottoman, comme tous les bons Français savent, a été refoulé côté ouest par Charles Martel. Oui, je vous crois. À Poitiers. Toujours été à Poitiers. À Poitiers, d'accord. Toujours été une bille en dans histoire. l'Est, je vais vous croire. Et dans l'Est, c'était à Vienne. Il y a déjà eu un premier, dans le XVIe siècle, une bataille de Vienne que les Ottomans ont gagnée. Et puis, en 1683, les Ottomans ont fait un siège de la ville de Vienne. Et Jan Sobieski, le roi de Pologne, il est parti de Cracovie et jusqu'à Vienne. Et on viendra dans un instant de le résultat de la bataille de Vienne. Mais la chose qui est extraordinaire, c'est que pendant cette marche à cheval et avec sa cavalerie d'à peu près 30 000 hommes, il est parti de Cracovie jusqu'à Vienne et tous les jours, tous les 2 jours, il a écrit une lettre d'amour à sa femme, qui est restée à Cracovie. L'originalité de ces lettres, et il y en a une trentaine, c'est que c'est une douce mélange d'amour, de stratégie militaire et d'enjeux politiques. Et pour moi, quand je suis tombé sur ces lettres, j'étais étonné, cette espèce de douce mélange. Tout à l'heure, je lirai quelques extraits pour montrer l'exemple. Mais apparemment, c'est pas. J'ai rencontré il y a 15 jours un historien qui m'a dit c'est pas si rare que ça que ceux qui sont partis en bagarre ont écrit des lettres qui mélangeaient l'amour avec le militaire. D'accord. Mais dans ce cas précis, Marie-Casimir a joué aussi un rôle de relais et joué un rôle politique à Cracovie. Donc, il y avait l'amour, la stratégie, parce que tout le long de la route, il a réussi à recruter d'autres alliés pour faire le bagarre. Et elle est restée à Cracovie pour jouer le politique. Alors, cette carte-là date de 1648 et c'est la fin des guerres des 30 ans et la guerre des 80 ans. C'est-à-dire la fin des guerres chrétiennes entre les catholiques et les protestants. D'accord. Et une des choses qui m'intrigue, et je ne suis pas encore arrivé à la conclusion qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui a tort. Dans le milieu protestant américain, on raconte qu'en réalité, le pape était plutôt... Content? Était plutôt allié avec les Ottomans pour attaquer l'Allemagne qui était protestante à l'époque. Ouais. À l'époque. Et la question c'est est-ce vrai, est-ce non? Parce qu'en réalité, ce que le roi de Pologne là a fait, Jan Sobieski, c'est de refouler les Ottomans.
et de répéter plusieurs siècles après Charles Martel à l'Est. Donc, toute l'Europe est restée chrétienne grâce à Jan Sobieski. Mais Jean qui était plus chrétien, la Pologne. Il était plus catholique. Lui, il a appuyé, il avait. C'est pour ça que c'est très ambigu cette histoire d'Américain qui dit que le pape était lié avec les Ottomans, parce que ou moitié lié, était pas tout à fait d'accord avec Sobieski pour débarrasser des Ottomans. Bon, le traité de Westphal, en réalité, qui était à l'origine de cette paix, entre autres la Suisse, l'origine de l'indépendance de Fédération suisse date de cette époque-là, de ces traités. Et on devait dire les traités de Westphalie, parce qu'en réalité, il y avait deux, l'un à Münster et l'autre à Osnabrück, qui sont tous les deux dans le Länder, dans la région de Westphalie, mais il y avait deux traités séparés. Alors, donc, début septembre, voilà Jan Sobieski qui quitte sa femme et qui part en guerre. Il avait quel âge à peu près? Bonne question. Ils étaient mariés depuis longtemps? Très bonne question. T'as pas... Bon. Je dois l'avoir. Sinon c'est... Quand on ne sait pas, il faut mieux qu'on le dise. Il s'est marié en 65 et puis il est né en... Où est-ce qu'on est, 60... Non, ça c'est pas sa naissance. Merde, naissance. 61. En 83, il avait 54 ans. Donc, pas le plus jeune à l'époque. Ouais. OK. Bon, donc, 1683, début septembre, et le premier lettre de la reine, du roi à la reine, ça date probablement, pour une fois, ce n'était pas daté. Il a mis l'heure de sa lettre, mais il n'a pas mis la date. Alors, et chaque fois, il indiquait, où il était, et normalement, la date. Et tous les 30 lettres commencent avec la même phrase. Seule joie de mon âme, charmante et bien aimée Mariette. Quel charmeur. Sauf une fois, après la victoire, où il est en plein euphorie. En pleine euphorie. Il ajoute plein d'autres choses dessus. On reviendra tout à l'heure. Alors, c'est le premier jour, le premier départ. J'ai passé ici une très mauvaise nuit depuis notre séparation. Un de mes bras s'est engourdi pendant mon sommeil. La douleur m'a réveillé en sursaut. J'en ai ressenti le long de l'épine du dos une vive souffrance. Il s'en suivra probablement quelques crises de rhumatisme. Donc, côté santé et côté sentiment. Dupont, qui l'accompagnait, n'a fait plus du mal encore. Il est revenu de chez vous à 9 heures ce soir et m'a dit que l'extrême agitation que vous éprouvez pourrait vous rendre malade. Et je vous demande en grâce, ma chère âme, de vous calmer et de vous soumettre à la volonté de Dieu. Il daignera m'accorder ses anges conducteurs et me permettrait de revenir sain et sauf parmi les miens. Alors, ça, on dirait, c'est une lettre d'amour concernée la santé. Par contre, un peu plus loin, on parle que tel et tel, le prince de Conti soit mécontent et soit pas joli, il vient pas me rejoindre, et d'autres a décidé de me rejoindre. Donc c'est un mélange d'amour, mais aussi de stratégie et de politique. Oui. On pourrait se croire dans Game of Thrones ou dans je ne sais quelle autre série. C'est presque un jeu de rôle. Oui. C'est ça. Alors, par exemple, le deuxième lettre,
J'ai dit début septembre, excuse-moi, c'est la dernière semaine d'août. J'ai quitté le gros de l'armée et je prends les devants avec 20 et quelques escadrons de cavalerie légère et quelques centaines de dragons. J'arriverai demain à Olmütz, s'il plaît à Dieu. Le comte Schaugut m'y attend de la part de l'empereur. Et à chaque endroit où il arrivait, il recrutait de nouveau pour le rejoindre. Alors, tout d'un coup, il écrit une lettre, on se demande pourquoi. Parce qu'il démarre en disant « Rien de remarquable depuis ma dernière lettre ». Mais il avait tellement un sentiment, il devait l'écrire à sa femme, donc il a écrit une lettre, cette fois-ci de moins d'une page. Et il finit avec « Depuis notre séparation, je n'ai pas eu le moindre nouvelle encore en ce qui concerne votre santé. Ma chère âme, malgré le grand nombre de personnes qui viennent de Pologne, il faut pour mon malheur qu'aucun n'ait pris ce chemin. J'embrasse d'âme et cœur toute votre chère personne, mes baisemains à monsieur le marquis, c'est-à-dire à son beau-frère et ma sœur. J'embrasse les enfants. » Donc, toujours ce mélange-là. Alors, donc, on arrive. Un instant, il faut que je le trouve. Un instant. Voilà. Alors, le lettre qu'il écrit après la victoire. Alors, il faut peut-être, avant que je lis des éléments là, de raconter ce qui s'est passé. Parce que les Ottomans avaient plusieurs centaines de mille hommes autour de Vienne. Et c'était assiégé depuis plusieurs semaines. Ils avaient tiré des canons sur les murs et toute l'information a posteriori suggère que la ville de Vienne était capable de résister encore 5 ou 6 jours. C'est tout. Ah oui, donc pas beaucoup. Pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment moins de 100 000 hommes ont battu 200 ou 300 000 hommes? Et on ne saura jamais. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand Sobieski, le roi, est arrivé à Vienne, il a décidé de charger le centre des Ottomans. Et malgré que les Ottomans étaient au courant qu'il arrivait, ils ont continué à pilonner la ville. Donc, il n'y a que la moitié qui s'occupait à se défendre et l'autre moitié continuait à attaquer la ville. Et étant donné qu'il a attaqué le centre où se trouvait le centre de commandement, le centre de commandement, ça a créé la panique totale et les Ottomans sont dispersés. Une fois qu'ils étaient dispersés, ils pouvaient plus s'organiser, ils ne pouvaient plus riposter. C'était fini. Alors, voilà ce qu'il a écrit à sa femme le 13 septembre, la nuit. Donc le soir de la victoire. Le soir de victoire. Dieu soit béni à jamais. Il a donné la victoire à notre nation. Il lui a donné un triomphe tel que les siècles passés n'en virent jamais de semblable. Toute l'artillerie, tout le camp des musulmans, des richesses infinies nous sont tombées dans les mains. Les approches de la ville, les champs d'alentour sont couverts de morts de l'armée infidèle. Et le reste fuit dans la consternation. Nos gens nous amènent à tout moment des chameaux, des mulets, des bœufs, des brebis que l'ennemi avait avec lui. En outre, une multitude innombrable de prisonniers. De plus, il nous arrive grand nombre de transfuges, la plupart renégats, bien habillés et bien montés. La victoire a été si subite et si extraordinaire que dans la ville, comme dans notre camp, on était toujours en alerte. On pouvait voir l'ennemi revenir à tout moment.
Et il a laissé en poudre et munitions pour le valeur de 1 million de florins. Ah ouais. Alors, voilà l'explication de la victoire. Par contre, un peu plus loin, où est-ce qu'on est? Donc dans la même lettre. Dans la même lettre, c'est ça qui est cocasse. Non, honnêtement, dans la lettre de victoire, il parle que de la victoire. Ah. Okay? Sauf qu'il parle beaucoup de dire aux amis, à tout le monde, raconter cette victoire, etc. Pourquoi l'importance de ça? Parce qu'effectivement, une fois la victoire acquise, il voulait continuer le long le Danube. Pardon, on va essayer de montrer Non, c'est pas ça. Sinon, Bouffe, tu peux peut-être... ça marche normalement pour passer diapo? Il y a un autre... Une dernière image peut-être. Voilà, celui-là. Voilà, parfait, merci. Alors, à gauche, vous avez le global et à droite, vous avez le chemin. Alors, au milieu, légèrement à droite, il y a Cracovie. Et puis, il y a un circuit qui fait comme ça, un peu comme un croissant, pour arriver à Vienne. Et tous les points qu'il a arrêtés sont marqués sur le chemin. Et une fois la bataille finie, le Danube descend en nord-sud, juste après Vienne, en longeant Budapest. Alors donc, il est parti vers Budapest et continue en bas pour suivre les Ottomans. Le seul problème, c'est que tous les alliés commençaient à le lâcher l'un après l'autre en disant on a gagné, quel intérêt de continuer. Alors, il avait un problème de nourrir les chevaux, un problème de nourrir son armée, pendant toute l'arrivée vers Vienne. Il écrivait à sa femme qu'il n'avait pas besoin d'argent parce que les habitants locaux les donnaient à manger gratuitement. Il offrait cela. Mais une fois la victoire finie, personne ne voulait plus l'aider. Ah, c'est un peu d'ingratitude. Un peu, oui. Et c'est marrant, cette bataille de Vienne, parce que tu en parles comme si c'était quelque chose de connu, mais chez nous, on nous en parle pas trop, il y a une raison? Alors, ces lettres moi, j'ai pas souvenir ont été publiées la première fois en 1825, c'est-à-dire 130 ans ou 140 ans après. Et avant, elles étaient en possession de la famille de Ils étaient en possession de la Mais, chose intéressante, les lettres d'origine étaient en polonais, bien sûr. Sauf certaines phrases qui étaient en français. En 1823 ou 25, je ne me rappelle plus bien, ils ont été traduits en allemand et en français. Et moi, je travaille sur la version française, mais ils n'ont jamais été traduits en anglais. D'accord. Et je pensais que ce sera intéressant de traduire en anglais. À partir du polonais. Non, parce que je ne parle pas polonais. Ah, toi, tu voudrais traduire? Oui, alors, je suis en train de tricher dans le sens que je traduis. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? D'abord, les lettres d'origine étaient... Donc les originales? Ça c'est le 1825 impression. Mais si je veux le traduire, le plus simple c'est de le mettre en Word, de le mettre en Word ou en mode texte. Ordinateur, Donc scanner OCR et corriger l'OCR parce que, étant donné le texte a plein de tâches, etc. dessus, l'OCR n'est pas parfait. Et maintenant, je me mets à traduire en anglais. Ce que je prévois par contre, c'est quand je l'ai en anglais,
de l'envoyer au château de Cracovie et de demander à quelqu'un de contrôler par rapport aux Polonais. Ah oui, ça Pour risque voir d'y s'il y avoir a- des surprises. Pour m'assurer qu'il n'y a C'est, pas trop de bêtises. hmm. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il y aura des énormes, mais je Mhm. sais pertinemment quand on traduit Puis une traduction une d'une traduction, c'est à la fin, si on compare à l'original, des oui, fois, ouais, quelquefois on sait pas. on a des surprises. Le pire surprise, légère blague, essayez de faire la chose suivante. Prends un texte en français. Utilisez Google Ah Traduction. Non, Ouais. utilisez Google Traduction pour le traduire en anglais. Hmm. Et après, utilisez Google Traduction pour le retraduire en français. Ouais, j'ai Et déjà de fait. j'ai déjà comparer tenté, les ouais. deux, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ok. Bon, donc, voilà le stade auquel je suis, c'est que j'ai totalement ressaisi en mode texte les Les lettres, lettres en en français, français, ouais. et j'ai fait à moitié de la traduction En anglais. En anglais Donc déjà. une quinzaine sur les 30. Une Une je crois que dizaine. je suis à 13. 13, Voilà. 13. Alors, donc, voilà le C'est un stade où j'ai. boulot, c'est un Mais boulot énorme. pour quelqu'un qui n'est pas historien, Ouais. ça m'a pris comme ça, j'ai mis le doigt dans l'engrenage à travers d'être guide bénévole au château, et à partir de ça, ça m'a lancé sur ce chemin-là. Et ça, parce que le phénomène que les Ottomans étaient refoulés à Vienne à ce moment-là Mhm. voulait dire que l'Europe en tant que de base chrétien a résisté, parce que si les Ottomans ont continué, on ne sait pas. On ne le saura jamais, on peut toujours faire des hypothèses. Mais on sait que c'était un élément clé. Et quand on voit la taille de l'Empire ou le Commonwealth polonais-lituanien, on comprend pourquoi les Polonais d'aujourd'hui sont si fiers comme nation. C'est une nationalité qui a une fierté, certains diraient exagérée, mais quand on voit l'historique qu'ils ont derrière eux, ça explique partiellement leur position. Mhm. On m'a dit, du coup, dans les lettres, tu me disais, il y avait du polonais et quelques phrases en français. C'est Oui. ça? Et on me demande pourquoi il y avait quelques phrases en français. Je pense que la réponse est toute simple, c'est que Marie Casimir étant française, Oui. peut-être ça pouvait être plus affectueux de lui glisser. Surtout que le français à l'époque dans l'Europe, et je me semble, était un peu considéré comme la langue des nobles. Et crois que Je c'était dirais c'était la langue de diplomate, des diplomates. diplomatique. C'est ça. Oui, Par oui, exemple, oui. en Russie, c'était la langue des tsars. C'était, Parce que il y avait le français ouais, et il y avait le latin. ouais. Parce que dans certains endroits dans les lettres, on parle du fait que j'ai eu une conversation avec tel et tel en latin. Mhm. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que Jan Sobieski et son frère, les parents l'ont envoyé se promener à travers toute l'Europe. Et ce qui est marqué dans une lettre, c'est marqué afin qu'on puisse apprendre des choses qu'on ne pouvait pas apprendre chez nous. C'est le recherche de savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs, plutôt d'être enfermé dans une culture purement polonais, c'est de regarder. Et il est revenu en Pologne de Istanbul, c'est-à-dire il était à Istanbul quand son père était mourant, donc il est rentré et il était avec son frère à Istanbul, et quelques années après, son frère était tué dans une bataille contre les Ottomans. Ah oui, donc il Mais, avait déjà et une, avant, une ouais. petite dent contre. Oui, oui, voilà. C'est un peu vengé en fait. Oh, venger, j'en sais rien. Je ne suis pas encore là. Mais, Et- allez-y. Oui, non, sinon moi j'avais une petite
autre question, dans les lettres originales en polonais, donc du coup, c'était poétique ce qu'il racontait, c'était écrit en prose, c'était écrit en Non, rime, non, non. c'était... C'est écrit, il n'y a pas a priori pas de rime. Non. Nulle part je vois une trace parce qu'il y a il y a une préface et une introduction Mhm. des lettres dans la version française de 1825. D'accord. Et là-dedans, on parle du fait que tout ce qui est écrit en italique Mhm. était en français dans le texte d'origine. Mhm. Et donc, je crois que si ça avait été en rime, il y aurait eu dans le préface une remarque en Ouais. disant que l'original était D'accord. en rime. Et sinon, autre question, est-ce qu'on peut imaginer que il savait qu'à travers ces lettres d'amour, elles seraient conservées, que ça lui servirait un petit peu de mémoire par la suite, ou alors est-ce que c'était tout innocent et qu'il pensait vraiment que c'était entre lui et sa femme? Alors, Ou là, est-ce qu'il pensait que ça Ouais. allait aller pour postérité? Ouais. Je ne crois pas. Non, d'accord. Par contre, ta réponse est très pertinemment, parce que j'ai oublié de dire une chose. Mhm. De temps en temps, il demande à sa femme d'utiliser la lettre comme gazette. D'accord. Et je présume... Pour la victoire, par exemple? Pour la victoire, mais aussi là où, surtout après la bataille, Mhm. où les gens commencent à la lâcher, il demande que sa femme fait savoir à la population à Cracovie que tel et tel l'a lâché. Pour des raisons politiques. Donc, D'accord. réponse, donc, les lettres n'étaient pas, ils savaient... C'était censé être conservé dans l'intime, oui, dans l'intimité du couple, c'est-à-dire, mais il sauf il disait que certains passages, c'est évident, vous n'allez pas donner plus loin, bien sûr. mais il y a une lettre où c'est clairement marqué, je Mhm. voudrais que vous utilisiez cette lettre comme gazette pour faire savoir. D'accord, d'accord, très bien. Et est-ce que c'est un des seuls écrits qui nous reste du coup De lui. de lui, de la bataille de Vienne? De bataille de Vienne, oui. Ouais, c'est à travers ces lettres qu'on Oui. qu'on Et en connaît il y a autant sur beaucoup cette bataille. il y a beaucoup de... le bataille lui-même, il y a une description qu'il y avait le duc de Lorraine d'un Mhm. côté et puis le prince de Saxe l'autre, etc. Il y a quelques détails. Par contre, ce qui est intéressant, c'est entre Cracovie et l'arrivée à Vienne pour la bataille, ça doit faire une quinzaine de jours. Et là, on a chaque lettre contient d'informations politiques dans le sens qui est-ce qui l'avait rejoint, qui est-ce qui avait promis de venir et pas venu. Mhm. Et tous ces éléments-là sont dans les lettres. Donc, mais en plus de ces 30 lettres, il y a un certain nombre de lettres, mais qui sont disparues, mais il avait l'habitude d'écrire à sa femme partout où il était. D'accord. Et vous avez une Française, Geneviève Chauvel, qui a écrit La Reine par Reine par amour. Et elle, même si c'est décrit comme un roman, quand je vois le détail des biographies, pas les biographies, qu'on appelle ça, les références des livres qu'elle a consultés pour écrire ça, Mhm. je soupçonne qu'il y a beaucoup de vérité dans le roman, même si c'est marqué roman. Oui, c'est peut-être un peu romancé, mais sur un fond de vérité. Un peu comme toujours, comme les plus grands romans. Ouais. Autre chose, du coup, maintenant, les lettres originales, elles sont conservées, du coup, à Cracovie? Très bonne question. Je ne sais pas. D'accord. On ne Par sait pas où contre, elles sont. Elles sont perdues. Non, c'est pas ça. J'ai pas eu le réflexe De rechercher, de poser la question où D'accord. est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Et elles sont certifiées, on sait que c'est pas des fausses, quoi, en fait. Oui. Oui. Parce Sont originales. que personne conteste l'authenticité du contenu D'accord. de ça. D'accord. Alors, si on revient pour un instant à Marie Casimir,
En 1683, Mhm. bataille de Vienne, et à ce moment-là, les boulangers de Vienne créent deux produits pour célébrer le victoire. Le, le, Boulanger. les boulangers. Oui. Je sais pas, De moi, Vienne. de Vienne, des viennoiseries, je sais Oui, pas. oui. Ouais. Pourquoi on dit viennoiserie en Parce français? que ça vient de Vienne, sans doute. C'est le croissant. Le était croissant pour le créé croissant des œufs tournants. oui. Ouais, pour la- Et l'autre, c'est le bagel. Le bagel, Ah, parce que le bagel, le trou au ça milieu servait est pas rond, il y a un côté plat, ça a la forme d'un d'un étrier. étrier. Un étrier, ouais. Et étrier en allemand et en yiddish, c'est Beugel. Ah, d'accord, Et ça vient de là le nom. de bagel. D'accord. Alors, donc ça c'est l'origine. Et pourquoi les Français disent viennoiserie? Ne demandez pas pourquoi les Anglais disent danoiserie. Ah. Danish pastry. Et aux États-Unis, on dit Danish. D'accord. Je veux un Danish. Bon. Voilà. Alors, en 1696, le roi Jean III Sobieski est mort Mhm. et Marie-Casimir part à Rome. Et elle reste 2 ou 3 ans à Rome et elle a financé un certain Scarlatti pour écrire 2 opéras. Donc, elle était comment on appelle ça, la patronne, mécène. mécène Le mécène. pour 2 opéras de Scarlatti. Là. Mhm. Et après, elle est venue à Celles-sur-Cher, chez sa sœur et son beau-frère. Mhm. Son beau-frère, je vous rappelle, était le petit-fils de Philippe de Béthune, qui a fait construire le parti Renaissance du château de Celles. Et puis, après un certain temps à Celles-sur-Cher, le roi de l'époque, qui doit être François Ier, non On est en quelle année 1700. 1700. Jusqu'à 1715, il me semble que c'était Oui, alors. Louis XIV. Je vais J'ai pas dire de trop- bêtises, mais Bon. il me semble qu'il est, Le roi il est mort en a 1715. proposé qu'elle habite le château de Blois. Mhm. Et elle est morte à Blois en 1714. Et c'est le dernier souverain d'habiter le château de Blois. D'accord. Donc voilà Sur invitation du roi, en fait, Ouais, elle a habité ouais. seule ou non, sans doute avec. Ah, on n'y était Elle pas. alors, parlons de seule. Elle a eu 18 enfants, Ah oui, quand même. dont 5 que 5 qui ont survécu. Mm. L'aîné qui a participé dans la bataille de Vienne avec son père sur le pseudonom de Fonfon. On l'appelait Fonfon. Alors, c'est pas Fonfon le tulipe, c'était Fonfon Sobieski. Voilà. Et en fait, sur le surnom, parce qu'il voulait passer incognito parce que... Non, c'était apparemment une habitude. Alors, très bon, ça me fait penser d'autre chose. Entre le couple, la reine et son mari, souvent ils utilisaient des nicknames, des surnoms, surnoms entre eux aussi. Ah oui. Ils avaient 2 ou 3 surnoms. Affectifs ou... ça. Voilà. Donc, je soupçonne les enfants aussi avaient, pour les mêmes raisons, des surnoms. Ouais. Donc, voilà Marie-Casimir. Alors, on va voir l'avenir. Je vais continuer mes recherches, car je fais beaucoup de recherches, en particulier autour du bagel, parce que je n'ai pas une explication
du fait que le bagel est arrivé à Celle. Alors ça, on verra par la suite. Pour l'instant, c'est une spécialité de Celle. Je dis rien. Pour l'instant, je dis on est en recherche. Voilà. Je pense qu'on a encore un peu de temps. Oui. Je sais pas si Il y a tu des veux nous questions parler. Alors des questions, n'hésitez pas à en poser sur le chat IRC. Pour l'instant, j'en ai une que je t'ai posée tout à l'heure sur les passages en français dans les lettres. Est-ce que tu as d'autres projets, toi, autour de l'histoire Accidentellement. Vas-y, Ça n'a rien à faire raconte-nous. avec Marie Casimir, mais C'est pas sur grave. l'intérêt de l'histoire, c'est qu'il y a 6-7 semaines, il y a un email qui est arrivé des États-Unis à l'Office de tourisme de Celle Mhm. et avec des questions. Et le responsable de l'Office de tourisme m'a passé l'email, on me demande de répondre. J'ai répondu et l'Américain a répondu avec 3 pages de commentaires, etc. Et il expliquait qu'il avait, il était en train d'écrire une biographie sur son grand-père qui a envoyé 150 lettres, vous voyez la même logique, de Celle-sur-Cher et plusieurs dizaines de cartes postales envoyées en 1918 et 1919 par son grand-père américain à sa femme aux États-Unis et qui parle. Alors, il était il était caporal dans le camp de la remonte. Une camp de remonte, c'est où on recevait les chevaux pour les dresser avant de l'envoyer sur le front. Et il y avait 20 camps de la remonte américains en France et l'un était à Celle-sur-Cher. En réalité, c'était un remonte français créé en 1902, mais qui était transféré aux Américains en 17-18. Et son grand-père avait envoyé 150 lettres. Alors là aussi, il expliquait qu'il voulait marcher dans les pas de son grand-père. Donc, il est arrivé 10 jours après. Donc, je l'ai fait visiter. Et nous avons à Celle un des derniers écuries. C'est en état vétuste, mais deux se remontent. Et j'essaie de découvrir si dans les 20 autres communes où il y avait des remontes, s'il existe encore des écuries. Parce que le nôtre, il y a 140 anneaux pour les chevaux. Et tous les auges et tous les abreuvoirs sont encore en place. C'est totalement vétuste le toiture, mais les murs, etc. Bon, sinon, moi j'ai une autre question pour en revenir aux lettres. Oui. Les lettres, donc du coup, voilà. Est-ce qu'on peut les trouver? Elles sont disponibles, donc du coup, on peut les trouver sur Internet ou alors on les trouve sur Internet. On les trouve sur Internet grâce à gratuitement Google. si on veut les lire. Grâce à Google. D'accord. C'est-à-dire Google les a scannés. Par contre, j'espère au printemps, au même temps d'éditer la version anglaise, de rééditer la version française dans une forme plus facile à lire parce que c'est pas évident de lire ce type d'écriture. Et tu feras des commentaires Quelques commentaires. Oui. Oui. D'accord. Voilà. Et sinon, pour en revenir à la bataille de Vienne, est-ce que tu conseilles, toi, des livres ou la documentation pour les gens que ça intéresserait? J'ai pas pensé à cette question. Non, d'accord. Pas de souci. Mais disons que si on tape bataille de Vienne sur Google, on trouve pas mal. Et faites attention parce qu'il y a une dans le XVIe siècle. Et une au XVIIe qui nous intéresse, voilà. Celle qui nous intéresse aujourd'hui. D'accord. Et par contre, si vous tapez Marie Casimir de la Grange d'Arquien, on découvre pas mal de choses en dehors des lettres, parce qu'elle est partie en Pologne à l'âge de 7 ans, comme comment on appelle ça en français, comme oui, mais comme servante de la reine de Pologne, qui était déjà française.
Ah oui. Comment on peut dire ça? Page? Ouais, non. Ouais, ça ouais. c'est un garçon. Ouais, plutôt. Alors, donc elle est partie là-bas et elle s'est mariée une première fois avec un vieux. Mhm. Et Enfin, on a vu que Jean III était pas tout jeune non plus. ah non, 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 non. Apparemment, elle a eu une affaire avec lui avant que son mari meure. Ah oui. Ah oui, oui. Elle était mariée que 6 ou 7 ans la première fois. Donc en fait, c'était avec le roi de Pologne, c'était pas son premier mariage. Non, c'était le deuxième. Elle s'est D'accord. mariée avec lui un mois après le décès de son premier Ah mari. oui, c'était après un décès. Un mois après. Un mois après, ouais. Et l'église, vous voyez ça ça a pas gêné? A priori non. A priori non. C'est une veuve, c'est une veuve. Oui. Officiellement, c'est une veuve. Voilà. Voilà. Il reste 12 minutes, si jamais vous avez des questions. J'essaye d'actualiser. Avez-vous un blog ou un site pour avoir un point de vue général sur vos recherches et sur... Est-ce que oui, toi, non, personnellement, est-ce que tu as un site ou un blog? Réponse actuellement non, mais je dirais dans le mois qui vient, je voudrais qu'on crée un site. D'accord. Ouais, c'est en projet, c'est en cours. C'est en projet, oui. D'accord, tu vas peut-être mettre en relation avec l'équipe ici ou tu vas vouloir faire ça ouais. Non. Bon, ils vont te faire ça aux petits oignons alors. D'accord. Poc. Non, je sais pas de quoi tu voudrais parler. On va. Je reviendrai sur l'histoire que c'est jamais trop tard de commencer à s'intéresser à l'histoire. Ouais. Parce que l'histoire en lui-même m'intéressait peu. Si je m'intéressais un peu aux Deuxième Guerre mondiale, parce que par pur hasard non, à l'école, quand j'étais au lycée, on ne pouvait pas apprendre l'allemand parce que c'était trop près de la guerre. Ouais. Mais par hasard, mes parents ont rencontré une jeune Allemande, une infirmière qui travaillait comme femme de ménage à l'hôpital à côté de chez nous. Et à travers ça, j'ai fait un échange en 1954, c'est-à-dire 9 ans après la guerre, j'ai fait un échange en Allemagne. Il faut imaginer les réactions de certains, pas dans la famille, mais certains amis de la famille, à l'idée que je fasse un échange en Allemagne. Ouais, c'était plutôt mal vu après la guerre. Oui, sauf que c'était dans les années 54. Ah oui. Sauf que l'ami en question allemand avec qui j'ai fait l'échange était à Celles-sur-Cher l'année dernière. Donc ça fait 65 ans, on est toujours amis. C'est des belles amitiés, ça. Ouais. Mais donc en fait, il est jamais trop tard, ouais. Et c'est pendant ce voyage-là que tu t'es vraiment intéressé à l'histoire? Non, ça m'a commencé. J'ai fait des études d'ingénieur en Allemagne. C'est bien avant Erasmus, on était 2 étudiants anglais dans une université de 15 000, technique de 15 000 étudiants. Il y avait une centaine de Norvégiens, mais je sais qu'il y avait 10 bourses pour des Anglais pour toute l'Allemagne. C'est terrible. Voilà. Bon. Ok. Et sinon, toi, à travers ces lettres, est-ce que tu en as tiré quelque chose parce que tu dis souvent que l'histoire, tu as commencé ta présentation en disant moi, mes profs, ils étaient incapables de me dire à quoi sert l'histoire. Pourtant, j'aurais bien aimé qu'ils me disent bah voilà, ça sert notamment à pas répéter les erreurs du passé, que on pouvait apprendre du passé. Ouais, j'allais dire, la leçon que je tire, pas lettres. au fond de ces lettres, mais à travers ces lettres, de découvrir le phénomène des alliances qui se formaient, qui se défaisaient, c'est-à-dire des alliances, des mésalliances, dans le sens qu'on fait l'alliance, etc. Je dirais qu'on pouvait faire une comparaison avec la politique actuelle en France, certaines alliances qui en sont en train de se former. On peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment simplement un anti-vote de quelque chose plutôt que d'avoir quelque chose en commun? Si la seule chose, ce que Sobeski a montré, qui pouvait réunir
temporairement des gens qui étaient normalement C'était en une menace. conflit entre eux Mm. à cause des Ottomans. Il a dit, si on réussit à se mettre ensemble, on va débarrasser des Ottomans. Et on voit bien qu'une fois la menace disparue, les alliances s'effondrent Oui, et complètement. ça, on vit. Ouais. Là, je suis en train de lire les lettres en détail de après pour les traduire, parce que certainement, j'ai tout lu comme ça, Ouais. les trentaines, et c'est quand je les traduise où je suis obligé de affiner de compréhension que je me rends compte de beaucoup de détails qui m'ont échappé pendant la première lecture. Et cette histoire de, une fois la bataille gagnée, tous les alliés de moment commencent à lâcher ou essayent d'avoir la gloire en prétendant que c'est eux qui ont fait la charge finale. Quand ils n'étaient même pas là, ils sont arrivés à une journée. Il y a, j'ai oublié lequel, mais il y a un allié qui est arrivé un jour après, mais qui a prétendu que c'est lui qui a fait la charge. Il a essayé d'en tirer tous les honneurs. Et justement, quand on travaille sur des lettres comme ça, est-ce que c'est pas des fois tentant d'essayer de lire entre les lignes, et est-ce qu'il n'y a pas un risque d'interpréter des choses qui en fait ne sont pas la réalité de l'histoire? Est-ce que en lisant à travers les lignes, en se disant bah là il a peut-être voulu dire ça, et on va émettre des hypothèses, est-ce qu'on ne risque pas d'aller trop loin dans l'interprétation? Ça, ce n'est pas spécifique de la traduction de ces lettres. Non, bien sûr. C'est le problème numéro un de tout interprète ou traducteur ou traductrice. C'est d'essayer autant que possible de rester fidèle à ce qu'on est. Je pense toujours à une amie qui était interprète à Bruxelles et qui m'a expliqué que le pire, c'est quand vous êtes obligé de traduire, de faire l'interprète pour quelqu'un avec lequel on est politiquement totalement opposé. Et le problème, c'est de comment rester fidèle aux paroles de la personne sur laquelle vous n'êtes pas du tout d'accord. Ça demande des efforts. C'est la même chose en lisant les lettres. Surtout pour faire la traduction, c'est effectivement, le risque est là. C'est pour ça que je veux, à la fin, et c'est encore plus parce que je travaille avec la version française et pas la version polonaise, donc l'essentiel que je l'envoie avant de publier la version anglaise, de voir la réaction d'un Polonais. Il faut que je trouve un Polonais qui parle anglais pour... ça devrait pas être trop dur à trouver. Non, je crois pas. Et voilà. Parfait. Bon, on a encore 5 minutes. N'hésitez pas, si vous êtes inspiré par d'autres questions. Je vois Jordan qui participe beaucoup. Mais allez-y, lancez-vous sur le chat IRC ou sur le chat du flux. Est-ce qu'on a fait un peu le tour du coup de tes projets personnels sur les lettres? On a parlé beaucoup de Marie-Casimir, on a parlé de Jean III. Oui, il y a cette polémique, on peut revenir sur cette polémique du pape, des Américains qui pensent que le pape, si j'ai bien compris, il était plutôt mécontent de la victoire sur ses Ottomans. Non. Il était déçu. Non, même pas. Je dirais simplement que la position du pape de l'époque semble être un peu ambiguë. Ouais. Dans le sens... oui, il aurait bien aimé que les protestants... À la limite, il aurait préféré peut-être que les Ottomans débarrassent des Allemands et que Jan Sobieski les refoule après qu'ils ont débarrassé des Allemands, parce que les protestants allemands commençaient à emmerder Luther et compagnie, commençaient à vraiment emmerder. Peut-être aussi après la Pologne aurait pu occuper l'Allemagne et aurait christianisé l'Allemagne, du coup. On refait pas l'histoire. Ah non, mais l'Allemagne était chrétienne. Elle était chrétienne, elle n'était pas protestante? Si, oui, chrétien protestant. Oui, oh là, oh oui, non, excusez-moi. Oui, bien sûr, non, c'est oui, catholique. Et l'autre, c'est quand on voit l'effet
que finalement les luthérains se sont approchés aux Suédois, donc tout le Scandinavie est plutôt protestant que catholique aujourd'hui. Donc ça explique tout le nord de l'Europe. Même si ça a démarré en Allemagne pour Luther, en Suisse avec Calvin, mais l'autre phénomène de la guerre des 30 ans, je crois que je dis l'histoire que c'est la Fédération suisse qui ont reçu leur indépendance par le traité là. Oui, on en a parlé. Oui. On en a parlé précédemment. Voilà. Bon, je pense que il va être bientôt l'heure pour nous de rendre l'antenne, sachant qu'il est -3, il reste 3 minutes. On peut peut-être présenter ce qui va venir après. Qu'est-ce qui vient après ? Sur le programme, à 19h, je ne l'ai pas. Bon. C'est... D'accord. Voilà. Donc... D'accord. Donc Hans qui va nous parler de laser et d'atomes par Skype. Très bien. Ok. Parfait. Voilà, peut-être un mot pour conclure, je sais pas. Conclure ? Bon, on a déjà pas mal conclu. J'allais dire, c'est une aventure. C'est une aventure. Lancez-vous dans l'histoire. C'est depuis 3 ans que je travaille là-dessus. On dit que les retraités ont le temps. C'est vrai, mais j'ai jamais été aussi occupé sur l'ordinateur pour traduire, etc. qu'actuellement. Bon, voilà. Mais c'est de la bonne occupation. Ah oui, c'est mordant. Ok, merci. Parfait. Bon, on rend l'antenne alors.